appliquer à des territoires beaucoup plus petits. Et donc aujourd'hui, la diplomatie contemporaine, si je puis dire, elle a vocation à rayonner davantage, à avoir beaucoup plus de force. Heureusement, ici, on a commencé à parler de diplomatie économique. Vous vous rendez compte déjà que les ambassadeurs avaient une responsabilité de diplomatie économique, c'est-à-dire d'ouvrir des marchés aux entreprises françaises, de les connecter avec des marchés. Ça paraît, si vous parlez avec des gens aux États-Unis, ils vont rigoler. C'est consubstantiel. Public et privé marchent ensemble. Le terrain est débroussaillé par les publics et puis il est exploité ensuite par le privé et vice-versa. Il n'y a pas une intervention, par exemple, militaire des États-Unis. Il y en a de moins en moins parce que le leading from behind de M. Obama ne fait pas ça. Il nous laisse le soin d'aller le faire. Mais en réalité, il faut que je fasse attention, on est quand même dans un espace public, donc je ne veux pas. Mais la réalité, c'est que vous avez très concrètement, si vous voulez, une tradition systématique d'exploitation de ce qui se passe à travers. Nous, nos soldats y vont, ils se débrouillent bien, et puis derrière, on dégage. Il y a de l'argent européen qui arrive, et puis c'est pas nous qui en profitons, ce sont des Chinois, des Indiens, des Américains ou des Russes. C'est pas normal. Il faudrait qu'on ait une stratégie de reconquête immédiate du terrain. Ça, c'est de la diplomatie d'aujourd'hui. Le digital, c'est très bien. Ça accompagne, c'est comme dans tout. Le digital, ça prend de la valeur ici, et ça le met dans ce verre-là. Il n'y a pas de valeur créée ici, ça la déplace simplement. Et ça, je peux vous en parler sur d'autres industries. C'est pour ça d'ailleurs que dans la soft diplomatie, elle dit très bien. Mais le digital, ça accompagne les efforts, ça les rend publics, ça les rend plus connectables avec les nouvelles générations, ça les amène à partager. C'est comme dans cette salle, sauf que cette salle, on la relie à d'autres et on exploite plus largement ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui. C'est ça. Et ça permet d'avoir de l'enseignement, évidemment, quand on rentre dans la logique de l'enseignement, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision très holistique de ce qu'est une démarche d'un pays aujourd'hui dans cette compétition pour les territoires. Et je dirais que c'est pareil pour une ville. C'est pareil pour une région. Les grandes régions françaises aujourd'hui qui viennent de se créer, si on est en France, il faut qu'elles se trouvent un nom, qu'elles se rappellent une histoire. On met compte de ce qui s'est passé. Les gens, ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur l'identité. Pour certaines, c'était des marques déjà. La Bretagne, c'est une marque. Bon, le reste, c'est la même chose. D'autres avaient commencé. L'Alsace, imaginez le désastre pour les Alsaciens de se retrouver dans un espèce d'espace qui s'appelle Grand Est. Ils sont appelés Grand Est. Grand Est de quoi? Si vous aimez tester un Chinois ou un Californien, il va dire, mais oui, d'où? De quoi? Donc vous êtes déjà mal parti sur le terrain de la marque. Donc ensuite, en termes d'influence, vous avez oublié ce que c'est l'Alsace, vous allez mélanger. C'est très compliqué. Donc ça veut dire que ça doit partir sur une histoire, ça doit se bâtir sur une population. Frédéric Lefebvre avait raison, on doit le partager, mais on ne peut pas tout partager. On doit impliquer tout le monde par contre. Ça doit être très l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un leadership, il y a un CEO ou un si je sais pas quoi public de ça. En général, c'est soit le maire, le président, le Premier ministre, que vous voulez, ou le ministre des Affaires étrangères. Mais ça doit être largement l'idée, puis ensuite ça va être partagé avec les autres. Et très partenariat entre le public et le privé. Voilà. Et je m'arrêterai là. Le reste, il y a juste un petit slide qui vient après, un peu plus loin, un peu plus loin, qui montre, voilà. Si vous regardez un petit peu ces choses-là, en fait, en réalité, ça part toujours du local. Ouais. J'aurais pu mettre, je dirais presque qu'aujourd'hui, vous voyez, il faudrait parler de Snapchat, puisqu'on est en digital. Et là, vous avez Harvard de la MIT, c'est Cambridge, c'est en Massachusetts, et en fait, c'est une marque américaine et c'est un flux pour les États-Unis. C'est à deux voies. C'est une marque éducationnelle énorme, et c'est de la diplomatie éducationnelle. Pourquoi? Parce que ça émet une valeur, et en même temps, ça recrute des étudiants, des cerveaux. Ça vend de la valeur. J'étais en Andorre hier, en Andorre, ils ont un deal avec le MIT, je lui ai dit, mais attendez, d'accord, vous avez un deal avec le MIT, mais vous avez payé combien? Le MIT vend ses partenariats. Vous avez Oxford University, c'est la même chose. L'Europe, est-ce que l'Europe valorise Oxford University? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas très certain. Les UK, oui, bien sûr. El Bulli, ça n'existe plus, c'est devenu une marque qui est partie, mais qui était de Rosas en Catalogne, sur la côte espagnole, Catalogne, Espagne. L'Espagne a su largement capitaliser sur ce qu'était Ferran Adrià, ce qu'il a révolutionné en matière de cuisine. Il y a pris une génération de chefs derrière. Ses vocations internes, ses vocations externes, et les Espagnols s'en sont servis, financés par leurs banques, pour avoir une stratégie publique-privée qui se déploie à travers, autour de la langue notamment, à travers le monde. Le champagne, c'est chez nous, c'est un atout. Je ne suis pas certain qu'on mobilise toutes ces énergies ensemble, parce que pourtant, il n'y a rien de plus français que ça. Il n'y a rien de plus pétillant que ça, il n'y a rien de plus historique que ça, même si à la base, ce n'est pas une histoire que française, le champagne. C'est beaucoup des gens qui sont venus d'ailleurs. Le slow food italien, le Real Atletico. Samedi, pour ceux qui aiment le foot, il y a une finale de la Champions League, l'événement majeur du sport européen. Le plus d'audience en termes d'événements européens. Tout le reste, c'est rien du tout. C'est l'équivalent de notre élection présidentielle aux États-Unis. On va réaliser à travers ça. Real Atletico, deux clubs de Madrid. Madrid capitalise là-dessus et travaille là-dessus. L'Espagne aussi, évidemment. Monza, le circuit de Formule 1. Hollywood, évidemment, j'en parle même pas. Coachella, c'est un peu plus récent. Mais c'est un festival qui part dans une zone dynamique particulière des événements. Michelin en France, voilà. C'est quelque chose qui doit être utilisé, qui déploie à travers le monde.
qui déploie ses produits, qui déploie ses centres de recherche, qui déploie ses usines, qui déploie une capacité de parler, et c'est très important. Vous êtes au Brésil, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Asie, des choses comme ça. Et bien, comme ça. On peut continuer cette manière-là. Ça part toujours du local et ça part souvent du privé. Mais ça part aussi de l'histoire, ça part aussi de la tradition, et c'est cette mise en musique-là qui doit être nécessaire pour qu'une diplomatie contemporaine fonctionne véritablement. Et jamais oublier que les jeunes générations, c'est celles qui aujourd'hui font l'opinion mondiale. Regardez la population il y a presque 40 ans, regardez ce qu'elle est aujourd'hui, et on a compris qu'il ne faut plus ça rester. Alors, la digital sert, parce qu'il permet d'entrer en connexion, il permet d'entrer en relation, mais je dirais que c'est presque pas l'essentiel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un outil, exactement. Je donne la parole maintenant à M. Thierry Touché, s'il vous plaît. Merci, bonjour mesdames et messieurs. Je suis ici donc, comme directeur de la Fondation Blue Planet, dont le président est Yann Arthus Bertrand, et je représente mon président. On parle de diplomatie numérique. Je vais vous parler de peut-être soft diplomatie, mais c'est de la diplomatie par l'image et tout ce que l'on peut faire par l'image, puisque, comme vous le savez, Yann Arthus Bertrand est un photographe et réalisateur. Il est aussi ambassadeur de bonne volonté de l'UNEP, donc au niveau des Nations Unies, et cela fait que son œuvre est utilisée par la Fondation pour accompagner certaines initiatives, disons, de diplomatie ou au niveau international. Nous avons été présents à Copenhague, à la COP 15, à Rio +20, à Cancun, puisqu'on est ici à Europe-Mexique, à la COP 16, et tout dernièrement, bien sûr, à la COP 21, puisque c'était dans notre arrière-cour. Donc ça, c'est le sujet climat. En ce qui concerne l'accompagnement et le travail avec les Nations Unies, eh bien, il y a trois films, trois œuvres plutôt, dont je vais vous parler un peu plus précisément et faire le lien entre l'usage et l'apport que ces œuvres, nous pensons, et nous avons mesuré parfois, peuvent apporter à certaines grandes causes internationales. Tout d'abord, le film Planète Océan, qui en septembre 2013 a été présenté aux Nations Unies, donc lors de l'Assemblée générale. Et ce film sur les océans aborde différents sujets qui sont des sujets à la fois économiques, mais aussi d'environnement et de société. Par le biais de Planète Océan, on peut travailler sur les océans en tant que puits de carbone ou source de biodiversité extrêmement importante. On peut aussi travailler sur la partie climat comme un lieu où l'acidification des océans, la montée des eaux ou le passage du nord-ouest du fait de la fonte de la banquise, puisqu'on a ici son Excellence Canada, et sont des sujets aussi qui sont abordés dans le film. Mais après, dans la partie commerciale et environnementale, on parle des pêcheries, bien sûr, et de l'exploitation ou de la surexploitation des pêcheries, et de tout ce qui peut venir, ce qui existe ou qui peut venir sur l'exploration, voire l'exploitation en mer profonde, donc sur le pétrole, le gaz, et peut-être dans le futur, les nodules métalliques. Bien sûr, ensuite, on peut passer au droit de la haute mer, ou le non-droit de la haute mer, plutôt, pour être plus exact. Et tout ça peut se retrouver finalement dans aussi le mouvement dans les pays vers l'urbanisation et les grandes métropoles, dont une grande partie se retrouve comme des mégalopoles au bord de l'océan. Voilà, ça c'est Planète Océan. Plus proche de nous, nous avions réalisé pour le secrétaire général Ban Ki-moon en 2014, lorsqu'il avait invité les chefs d'État et les grands décideurs, les leaders d'opinion mondiaux à s'engager sur le climat dans son Climate Week. Nous avions réalisé un ouvrage qui est celui-ci, 60 solutions contre les dérèglements climatiques, qui est un ouvrage institutionnel qui montre et qui avait pour objet de montrer que les pays, les associations, les entreprises avaient déjà mis en place des solutions qui réduisaient les émissions de gaz à effet de serre. Et au départ, tout ça était parti d'une discussion avec Connie Hedegaard, donc, qui était à l'Europe la responsable directrice générale du climat et commissaire au climat. Et le but était que les
différents chefs d'État qui allaient passer à la tribune des États-Unis, ça c'est l'anecdote un peu, qui avaient uniquement 3 minutes pour parler, se projettent vraiment vers le futur et ne s'auto-congratulent pas sur ce qu'ils avaient fait dans le passé. On retrouve là-dedans, par exemple, à Medellín, le système de transport financé par l'AFD, en effet, qui est un très bel exemple de mobilité urbaine. Et donc 60 solutions, d'un point de vue numérique, bon ça c'est un livre, hein, c'est clair, c'est pas du numérique.